coup, ça va pas être. On voulait parler de créa web, mais ça va pas être tellement de la créa web, ça va être surtout en fait prendre un peu de recul par rapport au métier de la réalisation, de la créa, l'inté, le dev, et essayer de voir comment, pour des profils comme nous, qui sommes dans la réalisation, où est-ce que ça se place l'ergo, où est-ce que ça se place l'UX. Du coup, ça va être l'occasion de faire un petit état des lieux de ces différents termes, surtout de la terminologie, des profils aussi pro qu'on peut rencontrer, du vocabulaire. Ça va être la partie assez chiante, je vous le dis, parce que déjà pour définir ces termes et arriver à des définitions qui font à peu près consensus, c'est assez compliqué. Ensuite, on va essayer de... Tout ça, après, ça va être en vrac. Essayer de péter un peu des idées reçues, des trucs qu'on entend à peu près tous les jours. Et voir comment on peut mettre ça en œuvre dans une équipe réduite. Parce que, en tout cas, moi, pour personnellement et par rapport aux agences avec lesquelles je travaille, on est dans des équipes plutôt réduites, pas forcément de consultants UX, consultants ergonomiques attachés à l'agence avec laquelle je travaille. Parfois, il y a des prestataires extérieurs, mais parfois on n'a aucune reco en ergo, aucune reco en UX. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? Et le dernier point, c'est de se dire, voilà, en fait, je vais quasiment pas vous parler de création, de maquettage de la présentation, mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste au boulot du mec qui est derrière Photoshop ou autre? Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, lui, à son niveau? Alors, pourquoi je parle de ça? Je vous l'ai expliqué, moi, c'est pas mon boulot. Je suis pas ergonome, je suis pas UX designer, et je vends pas de prestations dans ce cadre-là, parce que c'est bien au-delà c'est pas du tout mon cœur de métier. Malgré tout, quand même, au sein du Master Web Edito, j'ai eu une formation en ergonomie web, et dans le cadre de mon mémoire de deuxième année, qui était lié au responsive web design, j'ai dû vraiment faire ce boulot de définition de ce que c'est l'ergonomie web, de potasser pas mal de bouquins là-dessus, et du X aussi, parce que à l'époque, c'était en 2011-2012, c'était un terme qui était vachement à la mode, mais on mettait plein de choses derrière, donc c'était assez compliqué, et même dans les bouquins, il y avait des définitions qui se contredisaient. Définir l'ergo par rapport à l'UX et tout ça, c'était super compliqué. Voilà, moi, je suis dans le métier, dans la réalisation, donc tout ce boulot-là en amont, c'est vrai que je ne le fais pas du tout, mais bon, à côté de ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, mais je veux me replacer vraiment dans cette conf, dans le cadre du mec qui est derrière soit du code, soit derrière Photoshop, et qui entend parler du X et de l'ergo, surtout ça. Alors, la première chose, c'est de faire un petit état des lieux quand même, parce que l'ergonomie et l'UX dans une agence web, ça va être très axé agence web, hein, mon propos, déjà le premier truc, c'est que c'est des termes à la mode. Pour argumenter n'importe quoi, on peut parler d'ergonomie web, on peut parler du X et du Y, d'ailleurs, un peu mélangé, c'est pas très grave. Ça permet d'argumenter quelque chose, parfois des choses qui n'ont pas de rapport. Le deuxième truc quand même à prendre en compte, c'est qu'encore aujourd'hui, on est quand même en 2017, ça fait un moment que l'UX existe, ça fait un moment que l'ergonomie web existe. Pourtant, on en parle beaucoup, mais il y a peu, comme je le disais, dans les équipes ou rattachées à un projet indirectement, de personnes qui ont la formation et l'expérience et les compétences surtout pour faire ce boulot. Il y en a peu en fait, si vous regardez dans les agences web françaises, il y en a peu qui sont rattachés en interne à l'équipe. Par contre, il y a des agences spécialisées en UX, spécialisées en ergonomie, et elles n'ont pas de boulot. C'est pas trop un problème. Mais pour nous qui avons des équipes un peu plus réduites, qui n'ont pas de UX designer ou d'ergonome, en fait, ce rôle-là et ces compétences-là, on les attribue directement aux mecs qui touchent à l'interface.
en premier. Et généralement, c'est celui qui est derrière Photoshop, Sketch, ce que vous voulez. Et parfois en dépit du bon sens, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas eu la formation pour le faire. C'est des gens des fois aussi qui viennent du print, qui ont déjà un peu du mal avec le web. Alors c'est vrai que quand on commence à parler d'ergonomie web et du X, c'est peut-être un peu gros. Et de toute façon, bon, après il faut replacer les choses dans le contexte aussi, le designer d'interface, il doit avoir des notions d'ergonomie web et du X, mais c'est pas son boulot. C'est pas à lui de le faire. Il peut les avoir en plus peut-être, mais c'est pas son boulot. C'est pas son cœur de métier. Et en France aussi, il faut quand même le rappeler, des formations en UX et en ergonomie web, il y en a assez peu. Il y en a de plus en plus, ceci dit. Les cursus manquent de moins en moins. Par contre, en attendant d'avoir ces profils qui arrivent, qui gagnent de l'expérience et qui arrivent dans le métier, dans les équipes, il faut un peu de temps aussi. Et le dernier truc, quand j'ai fait ce boulot-là de définition, parce que je l'avais fait une première fois, ce boulot de définition de ce que c'est l'ergonomie, etc. Je l'avais fait une première fois pour mon mémoire, et là, quand j'ai dû me remettre le nez dedans, j'ai refait un peu le tour, je me suis fait un corpus d'articles, etc. Et puis j'ai regardé un peu ce qui se disait à ce sujet. Et sur le web, franchement, il y a à boire et à manger. Enfin, vous avez tout et n'importe quoi, et c'est ultra compliqué quand même de se faire une idée comme ça en prenant quelques articles au hasard. L'UX, c'est pêle-mêle, vous les aurez dans des articles de marketing, des choses comme ça, qui vont parler de choses qui n'ont aucun rapport avec l'UX, encore moins avec l'ergo, etc. Donc c'est assez compliqué de se faire une vraie idée. Par contre, ceci dit, il y a quand même des bons bouquins sur le sujet. J'ai oublié de mettre ma bibliographie, mais si vous voulez, je pourrais vous donner des références qui sont très très bonnes. Il y a de très bons UX designers en France et il y a de très bons ergonomes. Donc ça manque pas. Le premier point, ça va être de définir tout ça. Parce que je pense qu'à peu près tous, vous avez entendu parler vous avez vu ces trois termes abordés, ou même au cours d'un projet, vous avez entendu parler d'ergonomie, etc. Et parfois, enfin ergonomie encore ça va, mais UX ou UI, parfois peut-être que c'était pas tout à fait clair dans votre tête. Moi je vous l'avoue, parce que même si j'avais fait ce boulot-là, même si j'avais eu aussi une formation en ergonomie, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que, en tout cas dans ma tête c'est flou, parce que ça vient aussi du fait que c'est un peu utilisé à tort et à travers, on ne sait plus trop où se mettre. Alors, premier truc, l'ergonomie des interfaces, ou des interfaces homme-machine, IHM, si vous ne connaissez pas le terme, maintenant c'est fait. Un peu un gros mot, mais bon, ça décrit ce sur quoi on bosse toujours, c'est-à-dire des écrans, des interfaces. Nous, dans notre cas, web ou mobile, ou peut-être plus large encore si vous voulez. Mais c'est quoi le but de l'ergonomie des interfaces? C'est de rendre facilement et rapidement utilisable et manipulable une interface ou un composant d'interface. C'est vraiment pour la définition grossière. Je pense que vous devez avoir d'autres éléments qui pourraient rentrer, qui pourraient remplir encore un peu plus cette définition, mais on va partir de là, parce que bon, déjà elle est suffisamment concise, et que c'est vrai que si vous cherchez une autre définition, des définitions ça manque pas, mais il y en a qui font, ça fait tout un livre, quoi, donc c'est un peu compliqué à digérer. Un point important à prendre en compte pour l'ergonomie des interfaces, c'est que ça a apparu dans les années 80. Et on va voir que ce contexte-là aussi fait que va conditionner un peu la différence avec l'UX, l'expérience utilisateur. Et la différence dans le rôle et les objectifs de chacune plutôt. Le but dans les années 80 de l'ergonomie, de l'ergonomie des interfaces, quand ça a apparu, c'était de rendre les logiciels. Alors, je mets les logiciels métiers, c'est vrai, mais pas que, mais bon, les logiciels métiers surtout, moins inconfortables aux utilisateurs. Le but, c'était en gros que les gens qui étaient derrière les machines, qui devaient faire des tâches, qu'elles aillent plus vite et qu'elles les fassent bien. C'était ça le but de l'ergonomie des interfaces. Donc il y avait j'avais en mémoire une formule, mais en gros, on testait des interfaces, on mettait des gens derrière, on voyait les meilleurs résultats, c'est-à-dire selon généralement deux facteurs qui est la vitesse d'exécution et les objectifs réalisés par rapport à cette interface. Et donc il y a vraiment
en plus de tout ça, il y a vraiment cette notion-là à avoir en compte toujours pour l'ergonomie des interfaces, c'est qu'il y en a une espèce de question de performance. Faut qu'on puisse l'utiliser rapidement et qu'on puisse bien remplir sa tâche. Donc là-dedans, de tout ça découle plusieurs choses. C'est que l'ergonomie des interfaces, ça doit prévenir et signaler des erreurs, ça c'est indispensable. Elle doit donner la possibilité de les corriger, et tout ça avec le moins d'efforts possible et le plus rapidement possible. Il y a encore plein d'autres choses. L'ergonomie des interfaces, il y a plein de critères. Je vous donnerai des ressources pour aller voir un peu plus loin. Mais on va rester là-dessus pour rester simple. Donc voilà, elle est là pour veiller qu'une personne derrière l'interface peut faire le boulot avec efficacité et efficience. Donc efficacité, c'est-à-dire qu'elle remplit sa tâche. Efficience, c'est-à-dire qu'elle le fait avec le moins de moyens possible. Généralement, les moyens, quand on est dans l'ergonomie des interfaces, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Qu'elle n'est pas un melon comme ça après avoir utilisé pendant 1 heure un outil. C'est surtout ça. À côté de ça, l'expérience utilisateur intègre beaucoup d'éléments de l'ergonomie des interfaces, c'est obligatoire, mais elle agit à un niveau supérieur. L'ergonomie des interfaces, c'est vraiment, pour résumer, c'est vraiment le côté performance, le côté ça doit s'utiliser rapidement et ça doit bien faire le boulot. L'UX, en plus de ça, c'est que l'utilisateur, il doit avoir la satisfaction de l'action accomplie. Il doit le faire avec plaisir. Et elle est apparue dans les années 90. Donc on pourrait dire que c'est un peu une évolution de l'ergonomie des interfaces, mais pas seulement. Donc c'est M. Norman qui l'a inventé dans les années 90, et lui, son but, c'était surtout que l'utilisation d'une interface ou d'un produit au sens global doit procurer du plaisir à l'utilisateur, procurer du plaisir à utiliser et à posséder l'interface, enfin à posséder le produit. Je vous ai mis d'ailleurs la référence que j'utilise, parce que dans ce boulot de définition, il faut toujours savoir par rapport à qui on se place. Il y a différentes écoles aussi. Et donc là, j'ai vraiment utilisé l'article de référence de Nielsen et Norman. Donc, c'est quasiment les autorités principales en la matière. Alors, ce que l'UX sait pas, c'est le nouveau truc à la mode. Souvent, c'est décrit comme tel, un peu à tort, parce que on est en 2017, dire que c'est à la mode alors que ça date des années 90, c'est pas tout à fait le cas. Et c'est pas non plus la nouvelle façon d'appeler l'ergonomie. Ça, c'est un truc qui revient régulièrement dans les discussions que même vous avez pu avoir, de dire l'UX c'est le nouveau terme pour appeler l'ergonomie. Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. L'UX, elle est là pour veiller qu'un utilisateur sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et qu'il va en retirer de la satisfaction. C'est vraiment... les deux définitions que je donne, elles sont très grossières, mais en tout cas, je veux juste vraiment les différencier sur ce point-là, parce qu'au moins, ça sera clair dans votre tête. L'intérêt de l'ergonomie de l'UX, c'est de rassurer, de mettre en confiance, et surtout, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'elle doit donner envie. Elle doit donner envie d'être utilisée. De donner à un produit à l'utilisateur l'envie d'utiliser un produit ou de le posséder. Et ça, c'est une notion très importante qu'il n'y a pas du tout en ergonomie. L'intérêt n'est pas là. Elle doit permettre de réaliser l'action attendue avec satisfaction et elle doit procurer du plaisir. J'en ai vu sourire, ça doit être pour cette dernière phrase. Donc, voilà. Le UX Honeycomb de Peter Norville décrit tout le périmètre de l'UX, et on voit que ça va bien au-delà de ce qui est défini de ce qu'est le périmètre plus de l'ergonomie. À la limite, si on voulait grossir un peu le truc, on pourrait dire que l'ergonomie se situe, il y en aurait un peu là, il y en aurait aussi un peu dans l'accessibilité, mais après il y a tout, aussi dans useful, mais après il y a tous les autres aspects, notamment l'aspect crédibilité, l'aspect de désir du produit. Donc, ergonomie différent de UX. Oui.
Oui, parce que leurs objectifs... Enfin déjà, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été créé au même moment, et pas dans le même contexte, pas avec les mêmes attentes. Donc leurs objectifs et leurs rôles, c'est pas les mêmes. Et on n'attend pas la même chose d'une démarche ergonomique, d'une démarche UX. L'ergonomie, pour rappel, mesure l'efficacité d'une interface en situation. Et il y a un point qui est assez intéressant aussi pour les différencier, c'est que l'ergonomie, elle est réplicable. Si vous êtes dans la même situation, si vous êtes dans la même problématique au niveau d'une interface que quelqu'un d'autre, vous pouvez dupliquer, enfin pomper leur solution s'ils ont réussi à s'en sortir avec une solution pratique. Par contre, l'UX, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. L'UX, elle va être vraiment définie par rapport à un produit, et elle va être propre à ce produit, et pas à un autre. Donc c'est très très difficilement applicable, sauf si vous pompez carrément le produit de base. Il n'y aura pas de problème. Donc, j'ai déjà dit, mais l'ergonomie, ça rentre complètement, et c'est une composante fondamentale de l'UX, mais l'inverse n'est pas vrai. Par contre, elles ont énormément en commun, le recueil du besoin, tout l'aspect prototypage et test, et l'analyse des données derrière ces tests. Ça, c'est des choses qu'elles ont en commun, parce que les deux sont dans une démarche de conception centrée sur l'utilisateur. C'est ça qui les relie fondamentalement, par contre. Et c'est ça aussi qui fait que, finalement, quand on n'est pas dans ce métier-là, c'est ça qui les rend difficiles à distinguer, parce que c'est cet aspect-là qui est qui les relie complètement et qui parfois les rend un peu difficiles à distinguer. Troisième terme, l'UI. Parce que souvent, en fait, en plus, on voit les termes UX, UI designer, c'est souvent UX et UI sont souvent mêlés, alors que c'est pareil, il n'y a pas forcément grand-chose en commun. Il y a des points de ralliement, il y a des choses qui les relient forcément, mais c'est pas le même métier non plus. Et un peu à tort, en plus le fait que ce soit deux acronymes en plus de deux lettres, les deux, ça commence par U, on a envie de les mettre ensemble, mais il n'y a aucune raison. L'UX design, c'est vraiment le boulot de maquettage. Quand on parle de créa, c'est ça, c'est l'UX design. Excusez-moi, j'ai dû dire UX. Mais ce boulot-là, le boulot du UX design, c'est vraiment créer une interface graphique au sens esthétique, le rendu final en fait du produit. Ce qui fait que pour avoir le rendu final du produit, il faut s'appuyer sur énormément de choses en amont. Architecture de l'information, ergonomie, accessibilité, marketing, toute l'UX en fait. Il faut avoir tout le périmètre de l'UX qui a été défini pour ce produit en tête pour pouvoir créer une interface graphique. Sinon c'est un peu plus compliqué. Les ergonomies web n'ont pas de rapport avec le design d'interface. Par exemple, c'est quand on est en train de construire un site web, par exemple, l'arborescence est très importante. Elle est très importante, notamment ergonomiquement. Pourtant, ça n'a aucun rapport avec l'interface en elle-même. Le mec qui fait la maquette à la fin, il aura besoin de l'interface en amont. Donc la question de créer l'arborescence d'un site web, c'est une question qui est fondamentalement ergonomique. On a besoin de ça, on a besoin que ce soit bien fait. Mais on ne peut pas demander à celui qui fait la maquette de le faire au dernier moment. Ça n'aurait pas de sens. Les intitulés des boutons aussi, c'est des choses qui arrivent régulièrement. On ne sait pas trop comment on va appeler un bouton de soumission à un formulaire, on laisse le mec qui fait la maquette le faire. Sauf que c'est super important, l'intitulé d'un bouton. Il peut y avoir, ça peut être suivant, soumettre, OK, valider, envoyer, mais c'est pas anodin comme truc. Et pourtant, c'est des choses qui sont souvent reléguées au dernier plan, et c'est fait comme ça sur un coup de tête dans Photoshop. C'est dommage. Et si on veut mettre les trois termes en rapport, on peut... Bon, j'ai été vraiment j'ai exagéré vraiment le trait, mais on pourrait se dire ça. Les questions à poser, c'est pas les mêmes, et si on veut... j'ai posé une question type pour le même élément d'interface, le mec qui fait l'UI, il va se dire quel typo et couleur je vais choisir pour ce gros bouton. À supposer qu'il est déjà gros bouton. Celui qui va faire de l'ergo, en amont par contre, il va dire est-ce qu'au clic, ce gros bouton envoie bien un retour sur l'action effectuée? Est-ce qu'on a bien
un retour, le statut du bouton a changé, ou alors il y a un petit indicateur qui indique qu'effectivement, on a bien cliqué dessus. Et à l'UX, par contre, encore en amont, on va plutôt se dire, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce gros bouton? Est-ce qu'il a vraiment une utilité? Donc les questions à poser, selon les cœurs de métier, sont vraiment pas les mêmes. Ça, c'était vraiment pour la partie, en tout cas, où moi, je me suis creusé la tête. J'espère que c'était plus digeste pour vous que quand moi je l'ai potassé. Mais c'est des questions qui m'ont toujours intéressé, mais qui m'ont toujours énormément pris la tête. Distinguer. Alors lui, c'est assez simple, mais c'est vrai que l'UX et l'ergo, ça a toujours été assez compliqué, dans la mesure où on entend tout et n'importe quoi aussi dessus. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple, et c'était assez coton. Là, j'ai pris une capture de, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de l'appli Uber. Et j'ai essayé de différencier dans cet écran ce qui faisait référence directement plus à l'ergonomie et ce qui va faire plus référence à l'UX. Ça, c'était tellement chaud à trouver un exemple que je l'ai repris d'un article, mais que je trouvais bien, je l'ai un peu augmenté. Donc, le fait qu'on puisse avoir notre position qui est mise à jour sur le plan. Donc là, quand j'utilise l'app, en gros, si je comprends bien, je n'ai pas l'app, mais j'arrive à comprendre quand même ce qui va se passer, c'est que quand je bouge dans la rue, quand je marche dans la rue, mon pointeur qui m'indique, là, les deux ronds bleus, lui, il se met à jour. Il va progresser avec moi sur la carte. Ça, c'est un retour sur ma position, c'est de l'ergonomie. Le fait qu'il y ait 4 chauffeurs contactés, plus leur retour, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont accepté la course ou pas, ça aussi, ça va être de l'ergonomie. L'indication qui va donner le point de rendez-vous et à la limite le nombre le temps qu'il va me falloir pour y aller à pied, à la limite aussi c'est de l'ergonomie. Ouais. En gros, c'est le besoin de l'utilisateur. Lui, c'est le besoin de l'utilisateur, et l'UX, c'est l'objectif en fait. Enfin, là, tu parlais du oui. Ouais. Là, on est sur de l'ergo. Vraiment. C'est de là. Là, on parlait de l'ergonomie. Plus. Et c'est quoi exactement la comparaison? Parce que j'arrive pas à... Du coup, tout mon truc d'avant, là, j'ai tout foiré. On peut dire, pour aller vite, on pourrait dire que l'ergonomie, ça va être vraiment tout ce qui est fonctionnel. Le placement des boutons, des choses comme ça. Lui, ça va plus être graphique. Par exemple, la couleur de la map et des choses comme ça, en raccord avec l'expérience utilisateur définie, raccord avec les objectifs marketing aussi, le plan de communication. Tout ça, c'est lui qui va le définir. Le fait que le machin est noir, il y a d'autres contraintes aussi d'accessibilité aussi, mais tout le style graphique. Et pour le reste de l'interface, c'est l'UX en fait. L'UX, c'est l'ergo. Bon, il faudra peut-être faire un autre récap. J'ai pas été aussi clair que je le voulais. J'ai essayé d'être plus clair maintenant. Bon, c'est à ça que servait aussi cet exemple. Là, on va dire que tout ça, c'est l'ergonomie. Par contre, le fait qu'on ait la position réelle des chauffeurs sur la map, vraiment en temps réel, parce que là, en fait, vous voyez, je vais le faire avec la souris, en fait, c'est plus simple. On voit où ils sont, les chauffeurs sur la map. Vraiment, dans le monde réel, du coup, je sais qui est un chauffeur Uber et qui n'est pas un chauffeur Uber. Et ça indique la prise en charge du service Uber partout, à tout moment, on a accès à ça. Donc ça donne un pouvoir à l'utilisateur, mine de rien. Ça donne envie, moi je trouve, de posséder cette app, rien que pour faire ça, rien que pour cette espèce de tracking. Enfin, on a accès à plus d'informations sur ce qui se passe dans la rue en plus. Et ça donne à Uber aussi une image omnipotente. Vous pouvez le faire à presque n'importe où, je pense qu'à Poitiers c'est pas possible. Du coup, omnipotent c'est peut-être un peu gros. Mais si vous le faites dans une grande ville, vous pouvez à tout moment avoir ce pouvoir-là. Donc Uber vous prend en charge, vraiment. Cet aspect-là est assez intéressant. Mais voilà, vous voyez bien que il y a une grosse différence entre les deux quand même. Les intentions ne sont pas les mêmes derrière, les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est vraiment dans l'aspect utilisabilité de l'interface, donner des infos, donner des retours à l'utilisateur sur ce qui se passe, sur
la mise à jour du process de réservation d'un chauffeur. L'autre va être plus là pour, comment dire, pour lui donner du plaisir à utiliser le produit. Bon, ça c'était pour la partie compliquée. Là ça va être plus simple parce que tout le reste ça va être un catalogue d'idées reçues et puis de trucs qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire à moindre frais, tout seul, même dans son coin, on peut déjà faire des choses. Déjà les bonnes vieilles idées reçues. La première, la règle des 3 clics. Qui en a entendu parler? Bon, c'est à peu près presque tout le monde, non? Voilà. Ça, c'est un truc, moi je l'ai toujours entendu. Pour accéder à l'information, il faut pouvoir y accéder en 3 clics. Alors, ça donne aucune information sur le temps d'attente entre chaque clic, déjà. Admettons que la connexion soit très rapide, ben, vous attendez pas, donc très peu de temps. Mais voilà. Et en fait, quand j'ai été creuser un peu plus loin, parce que c'est vrai que, en tout cas, cette conf m'a donné cette occasion-là, c'est d'aller au cœur de d'où vient cette règle. Et en fait, c'est Zeltman en 2001 qui l'avait proposé, mais pas comme une règle d'ergonomie, pas comme une règle fondamentale qu'il faut absolument suivre. C'était juste pour lui un outil utile pour créer une arborescence. Accéder à créer une arborescence en se disant que pour accéder à l'information, on devrait le faire en 3 clics, et ben ça force à simplifier les choses aussi. Par contre, bon, il faut se dire aussi que c'était un autre contexte en 2001. Par exemple, les capacités de connexion, c'était pas les mêmes, etc., etc. Donc, elle n'a aucun fondement et de toute façon, elle a toujours été critiquée à raison, puisque ce que je l'ai mis après. Voilà. C'est pas le nombre de clics sur une interface, c'est pas le nombre d'interactions qu'on a avec une interface qui importe, mais c'est le fait déjà que l'utilisateur au final ait bien trouvé l'info. Au final, tout au long du processus qui l'a amené à trouver l'info, il l'a effectivement trouvé. Ça, c'est le principal. Parce que s'il se perd dans le truc et qu'il n'arrive même pas à trouver l'info, là, c'est problématique. Mais qu'il le fasse avec un minimum d'effort et de temps. S'il le fait en 12 clics qui sont rapprochés au niveau du temps et de la distance, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, si à chaque clic, il doit attendre 15 secondes que votre site se charge, bon, là, c'est même pas la règle des 3 clics, c'est qu'il faut qu'il le trouve en un clic, parce qu'à 15 secondes, il sera parti ailleurs de toute façon. Ergonomie et esthétique. Ça, c'est des choses qui sont souvent mises en rapport. Puisque ça plaît, c'est ergonomique. Et c'est un truc qui est souvent mis sur le tapis dans le cadre d'une refonte, par exemple. C'est que notre site avant était moche. L'agence avec laquelle on bosse nous a proposé une nouvelle créa, ils nous ont dit que c'était plus ergonomique, et ouais, c'est plus joli, effectivement. Ça n'a aucun rapport. Et il n'y a aucun rapport entre les deux, de toute façon, un site moche peut être ergonomique. Ça dépend de la démarche qui a conduit à créer l'interface, juste. Alors qu'un site qui va être qualifié de beau par la majorité peut ne pas l'être du tout. Il n'y a strictement aucun rapport entre les deux. Par contre, c'est un peu moins vrai en UX, puisque si l'interface plaît, elle va donner plus de satisfaction à l'utilisateur. Donc après, il faut quand même qu'elle reste utilisable. Alors, l'ergonomie, ça rejoint un peu ce que je disais au départ. Vu que c'est visuel, eh ben, on relègue ça à lui. Et là, ça va peut-être éclaircir un peu les choses, ou pas. Lui, c'est pas... donc l'ergonomie, c'est pas lui. Il faut... déjà, au niveau du process de réalisation web, enfin de la chaîne de production, la démarche ergonomique, elle doit être faite déjà bien en amont. Rédaction des contenus, conception, etc. Je donnais l'exemple tout à l'heure, mais l'arborescence d'un site web, c'est de l'ergonomie, c'est carrément de l'ergonomie. La rédaction des contenus, les intitulés des boutons, l'intitulé des menus, etc., ça c'est de l'ergonomie. Si, comme je disais, vous reléguez ça au mec qui est en train de créer une interface et qui n'a pas forcément le temps non plus de se pencher sur la question, c'est dommage quand même, parce que c'est des questions qui ont une importance.
Le designer d'interface, lui, peut proposer aussi, effectivement, mais c'est pas à lui de décider si quelque chose est ergonomique. C'est la démarche ergonomique qu'on aura menée qui peut décider si quelque chose va être plus utilisable ou pas, dans une démarche complète, avec des tests, etc. Par contre, de toute façon, pour quelqu'un qui fait du maquettage web, l'ergonomie, c'est un gros plus. Parce qu'il y a quand même des petites choses dont on parlera tout à l'heure qui sont très importantes d'avoir en tête quand on fait une interface. Ça, c'est obligatoire. Alors, un autre truc, c'est la question du carrousel. Le carrousel, vous savez ce que c'est à peu près ou pas? Pas du tout? Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer, avec mon partage de connexion, de vous montrer ça. On verra bien si ça s'ouvre un jour. Le carrousel, c'est les trucs généralement que vous avez tout en haut d'un site, vraiment au-dessus de la ligne de flottaison. D'ailleurs, je ne sais pas si je parle de la ligne de flottaison dans cette 13, mais c'est une autre des idées reçues qui est intéressante de parler. Le carrousel, c'est des éléments qui défilent, des slides. Ça, vous en avez déjà tous vu sur beaucoup de sites qui font ça. Bon, il y a une idée reçue qui fait, et ça, c'est que quand j'aurais pu mettre les guillemets, je l'ai déjà vraiment entendu en... c'était pas en... Bon, je vais pas revenir plus sur... Mais par un professionnel qui me dit ça, vraiment, dans une démarche ergonomique, il a mis en place un carrousel. Alors, non, un carrousel, alors, c'est pas ergonomique, au point de vue marketing, ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, au-delà de la première slide, les contenus, vous n'allez jamais les voir. Vous pouvez aller sur la source, là, shouldIusethecarousel.com, il y a des statistiques, enfin vraiment des chiffres qui vous seront donnés, je ne les ai plus en tête, mais c'est de l'ordre de 80% sur la première slide et entre 0 et 10% dès la deuxième. Donc, vous imaginez un carrousel avec 10 slides, aucun intérêt. Par contre, c'est vrai que ça bouge, c'est joli. Donc oui, il y en a beaucoup d'autres, des raies comme ça, je pense que vous en avez beaucoup en tête aussi, mais la ligne de flottaison, c'est pareil. La ligne de flottaison, je ne sais pas si vous savez ce que c'est aussi. La ligne de flottaison, c'est, par exemple, j'arrive sur site, la ligne de flottaison, c'est celle-là. Alors on essaye de prendre une ligne de flottaison moyenne, suivant les tailles d'écran, enfin, les plus utilisées, etc., pour se dire, ben, jusque-là, c'est bon, le contenu il est visible, il faut que toutes mes infos importantes elles soient là. Les gros boutons, les call to action, il faut qu'ils soient là. Puis le reste, ben, c'est moins important. Ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pareil, c'est une idée reçue. Pour la ligne de flottaison, à partir du moment où on voit que le contenu, on peut le faire défiler, il a été montré qu'il n'y avait aucun intérêt à respecter une espèce de ligne imaginaire qui rendrait les contenus au-dessus plus importants et les contenus au-dessous moins importants. Surtout que le défilement vertical sur le web est un comportement très naturel. Voilà. La morale de l'histoire, de toute façon, c'est que ces règles toutes faites comme ça, généralement, surtout quand elles n'ont pas d'appui scientifique et que vous basez ça sur aucun retour utilisateur, bah, c'est pas de l'ergo, c'est pas de l'UX, c'est rien du tout, c'est juste vous faites votre truc dans votre coin et puis vous essayez de le vendre à votre client. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Par contre, non. Mais du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec pas ou peu d'utilisateurs? Parce que vous êtes, je pense, beaucoup dans la même situation que moi, c'est-à-dire soit indépendant, soit vous travaillez avec des agences ou des équipes qui peuvent être différentes, mais généralement ça reste des petites, moyennes équipes qui sont des agences web, qui n'ont pas forcément des consultants en ergo à disposition pour chaque projet, des consultants UX, pareil pour chaque projet. Alors on va voir ce qu'on peut faire quand même, et les questions qu'on peut se poser, et qu'on peut poser aussi à l'équipe, même si elle est réduite, pour essayer de gagner
ou en tout cas de limiter la casse, surtout. Donc déjà le premier truc, c'est qu'une démarche, une vraie démarche d'ergonomie ou d'UX, ça coûte de l'argent. Alors, c'est un retour sur investissement qui est réel. Ça, les cas de refonte avec une démarche ergonomique, vous pouvez aller voir sur des e-commerce et des choses comme ça, c'est impressionnant, hein, au niveau du chiffre d'affaires, ça parle de même. Par contre, c'est vrai que bon, il faut une équipe, il faut effectuer des tests, donc du coup recruter des testeurs, mettre en place des protocoles, etc. Ça prend du temps et c'est de l'argent. C'est pour ça que sur des petites équipes, sur des petits projets, sur un petit WordPress, c'est un peu mettre les petits plats dans les grands, et c'est normal aussi qu'on ne veuille pas forcément être dans une grosse démarche comme ça pour un petit truc, ce serait mettre les petits plats dans les grands. Donc en tant qu'éditeur, c'est un investissement qui est super rentable. Par contre, en tant qu'agence ou prestataire, c'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée à mettre en place, parce qu'on n'est pas fort. Ouais. C'est plus compliqué à mettre en place parce qu'on n'est pas maître de notre budget. Souvent, on travaille avec une contrainte de budget, de temps, et une démarche ergonomique ou une démarche UX, c'est souvent dur à caler là-dedans. Mais à moindre coût, on peut quand même mettre en place des choses. Déjà, le premier truc, et alors, ça peut se faire assez rapidement et ça peut régler pas mal de problèmes. Donc, alors ça peut être réalisé rapidement, mais avec plus de temps aussi, vous pouvez arriver à quelque chose qui va être quasiment vraiment fonctionnel et à faire tester à des utilisateurs. Ça restera toujours moins de temps passé qu'une vraie démarche ergonomique avec des bancs d'utilisateurs, des tests, etc. Quelques outils pour faire ça. On avait déjà parlé avec Christopher d'ailleurs, certains. Marvel, InVision, etc. Eux, ils permettent de rendre interactive une interface que vous aurez déjà fait au préalable via notre outil. Alors ça peut être très rudimentaire, hein. Vous pouvez faire un truc sous PowerPoint avec des rectangles et tout, et le mettre dans un Marvel ou InVision, et dire que ce rectangle c'est un bouton, et quand vous cliquez, vous arrivez sur un autre écran. Ça paraît bête des choses comme ça, mais le fait que l'utilisateur ou même votre client se rende compte qu'en cliquant sur un bouton, on arrive sur un écran, ça évite quand même pas mal de malentendus. Parce que vous pouvez comprendre des choses assez différentes quand même. Adobe Experience Design, lui, il est bien aussi dans la mesure où déjà, à la différence de Marvel InVision, lui, c'est un vrai logiciel, installé. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va mêler la démarche du I avec l'UX. Il a les deux vues, en fait. Vous pouvez réaliser une interface graphique et ensuite passer en mode prototype et rendre cette interface interactive, déplier des éléments, aller sur un autre écran, remplir un formulaire, vous pouvez faire des choses comme ça. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez aussi l'exporter et l'envoyer à votre client. Il peut interagir avec l'interface sur son mobile. Donc pour lui donner un aperçu de votre travail, c'est quand même intéressant. UXPin, c'est un truc que je viens de découvrir aussi. Ils sont en train de faire une grosse refonte. Et d'ailleurs, InVision aussi est en train de faire une grosse refonte et il est en train d'intégrer vraiment un éditeur d'interface directement dans son truc. Donc vous aurez tout branché au même endroit. Ça peut être intéressant de suivre ça aussi. UXPin, lui, il fait déjà ça. Donc vous pouvez créer votre interface, la rendre interactive, etc. etc. Et dernier, Axure, pour ceux qui connaissent. Alors c'est vieux, mais ça marche très bien. Pas pour faire l'UI, parce que là, les aspects graphiques, vous les oubliez avec Axure. Par contre, vous pouvez quand même régler pas mal de questions ergonomiques et réaliser des prototypes vraiment fonctionnels. Vous pouvez même injecter des scripts dedans pour faire des choses vraiment fonctionnelles. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour bien visualiser le parcours utilisateur, identifier les différents problèmes qui pourraient se poser, les points de friction et trouver des solutions avant de passer à la réalisation et avant de déléguer ça, enfin
de mettre ça sous le tapis, puis c'est un autre, l'intégrateur, le mec à la créa ou un développeur qui réglera le problème quand il pourra en recette, on ne sait pas trop. D'autant que ça va être en lien avec quelque chose que je vais vous dire après. Deuxième point, c'est les guidelines et grilles heuristiques. Ça, c'est gratuit. Et autant, je dis, il n'y a pas de règles toutes faites, etc., autant il y a quand même des choses qui ont déjà été testées. Donc, quand vous vous posez une question, il y a quand même des critères et des gens qui vont vous dire bah, évite quand même de faire ça, puisqu'on a déjà eu le problème, nous par exemple, et on a constaté que ça posait problème. Ces grilles heuristiques permettent d'auditer une interface, donc il y en a, vous pourrez en chercher aussi. Généralement, toutes les grilles de toute façon sont basées sur les critères de Bastien Escapin pour les grilles d'audit ergonomique françaises. Mais le type de critère, ça va être est-ce que, par exemple, quand j'appuie sur un bouton, j'ai un retour du bouton, je vois bien qu'on appuie dessus. Est-ce que quand il s'agit d'un formulaire ou quand on m'a donné des informations à remplir, on me signale que telle information est erronée? On m'affiche les erreurs, ou même on les prévient. Et après, on me donne par exemple la possibilité de les corriger. Ça, c'est des petites choses quand même à avoir en tête, mais vous n'avez pas besoin d'une démarche complètement ergonomique pour savoir ça. C'est des petites choses quand même qui peuvent rendre un formulaire qui pourrait être très long, comment dire, rébarbatif et abscon. Je l'ai logé, c'est cool. Vous avez fait un pari là, non? Avec moi-même. Et au final, ces grilles-là, elles permettent d'identifier les problèmes et de rectifier le tir, bon, au pire en phase de recette. Mais c'est un peu dommage quand même de le faire en phase de recette, vous auriez bien pu le faire avant. Mais quand même, quand vous testez un formulaire par exemple, il ne renvoie pas l'erreur, il ne me dit pas que mon code postal, j'ai mis 6 chiffres. Mais oui, mais ça paraît bête, mais un petit truc comme ça, ça peut vous épargner du temps et épargner je ne sais pas combien d'appels si vous êtes dans l'e-commerce, je ne sais pas combien d'appels du support parce que les gens ne peuvent pas s'inscrire. Donc c'est pas juste aussi un utilisateur, c'est aussi sauvegarder votre temps à vous. Des guidelines, des exemples et tout ça, j'en ai sorti pas mal. Par exemple, usability.gov, site du gouvernement américain, qui répertorie pas mal de petites recommandations. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Quelque chose de simple. Voilà. J'espère que j'aurai un internet. Bon. À chaque fois, pour chaque point, vous pouvez aller voir pour le thème qui vous concerne et tout, il va vous dire, par exemple, là, il faut qu'on puisse retourner à la page d'accueil depuis n'importe quelle page du site. C'est vrai que ça paraît bête, mais si vous l'oubliez, et des petites recos comme ça, vous en aurez, enfin, vous avez vu, il y en a une bonne pelle. Les critères ergonomiques de Bastien Escapin, ça, j'ai retrouvé un PDF qui les liste complètement. Par contre, vous pouvez aller les voir directement ou aller voir des grilles d'audit ergonomique qui les reprennent. Les grilles d'audit sont plus digestes parce que sinon c'est des publications scientifiques et franchement c'est un peu lourd. Je sais pas, ça doit faire 60 pages pour chaque. Parce que là en plus je vous ai montré ça, c'est très simple la reco. La définition des critères, là, est beaucoup plus balèze. Donc, s'y retrouver, c'est un peu plus chaud. Les sites de question and answer, c'est vachement bien aussi. Et par exemple, si vous pensez, par exemple, Quora, le gros site de questions-réponses, ou Stack Overflow, il propose une section UX, et c'est toujours un bon moyen de soumettre un problème. Par exemple, je demande telle information à un utilisateur sur un formulaire. C'est une information qui est un peu compliquée. Je sais pas, par exemple, un numéro de téléphone, sauf que je demande un numéro de téléphone au format international. Comment est-ce que je dois le présenter? Donc là, vous pouvez avoir des éléments de retour, enfin des éléments de réponse. Des gens vont vous répondre en essayant, dans la mesure du possible, de mettre des articles de référence et des études qui ont été conduites déjà.
c'est vrai que si ça a déjà été traité, autant pas inventer la roue. Ça serait dommage. Bon, l'idée quand même là-dedans, c'est de ne pas se fier au premier venu quand même. L'idéal, c'est quand même d'avoir vraiment des sources, des articles scientifiques en rapport. Puis c'est toujours intéressant de toute façon pour confronter des points de vue. Les différentes personnes qui vont vous répondre ne seront pas forcément d'accord même avec votre question. Et donc ça permettra de débattre un peu, de discuter et d'avoir une solution qui sera toujours de toute façon meilleure que celle avec laquelle vous auriez pu partir au départ. Ça, c'est en lien avec l'histoire des protos. 5 testeurs peuvent identifier un maximum de problèmes. C'est pas un mythe. C'est Nielsen, je mets Nielsen avec un E. C'est un article qui est très très connu et très très repris, qui dit que le fait de tester un produit sur plus de 5 utilisateurs, c'est un gâchis de ressources. Au bout de 5 utilisateurs, vous allez avoir un maximum de problèmes qui va être remonté de toute façon. Donc mise en lien avec un prototype bien fonctionnel, 5 utilisateurs, vous pouvez quand même avoir quelque chose d'assez intéressant, sans avoir forcément, enfin parce que vous n'aviez pas les moyens de mettre en place une vraie démarche d'UX et d'ergonomie, ben là, vous pouvez quand même faire quelque chose d'intéressant. Ça reste peu pratiqué parce que bon, trouver 5 utilisateurs, faire un proto complètement fonctionnel et récupérer les retours, les traiter, etc., c'est quand même du temps, mais à moindre coût, ça peut quand même être une bonne solution. Le dernier point, c'est la qualité. Pour une bonne UX, c'est indispensable d'avoir un produit de qualité. Il faut donner confiance, il faut que notre produit ait l'air crédible. Le meilleur outil pour avoir l'air crédible et pour donner confiance, c'est la qualité du produit. Le premier truc, c'est quelque chose que vous devez connaître, la checklist d'Upcast. 226 points de contrôle, donc c'est un audit, quoi. Vous pouvez passer les 226 points de contrôle sur votre site et voir si ça répond bien. À partir de là, quand même, remplir tous ces points, c'est quand même du temps, mais essayer de les remplir, c'est quand même une bonne démarche pour arriver à un bon produit. Je les ai mis d'ailleurs là, voilà. 226 points de contrôle pour la qualité web. Après, vous en avez d'autres en SEO, en performance aussi, on en parlera tout à l'heure. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais... Ah si, c'est bon. Voilà. Chaque image décorative est dotée d'une alternative textuelle appropriée. Ça va être vraiment, là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du concret. Ça ne va pas être comme les critères ergonomiques de Bastien Escapin, vous en avez une tartine. Non, là, vous pouvez vraiment, avec votre projet à côté, vérifier chaque pan. Dairboost. C'est un outil, en plus une start-up française, et c'est un outil qui est vachement bien fait, et j'arrive pas à faire une analyse, donc ça c'est dommage. Mais si vous arrivez à peu près à voir, moi c'est quelque chose que maintenant j'utilise pour tous mes projets. Feignant comme moi, ça veut dire que quand même, à moindre coût, à moindre temps aussi, on peut vraiment faire des choses. Là, on va être sur des questions de qualité, d'accessibilité, de performance, de sécurité. C'est un outil qui est vraiment automatique, donc bon, ça a les limites aussi d'un outil automatique, ça ne peut pas remplacer un vrai audit, mais ça vous indiquera déjà le temps de chargement total de votre site avec un vrai navigateur, et derrière c'est des VM qui lancent des vrais navigateurs et qui testent tout ça. Le début de l'affichage, la fin du chargement, et qui vous donne un score global, et dessous, j'espère qu'ils l'ont mis, non, bon. Dessous vous avez vraiment un récap avec toutes les recommandations par ordre de priorité. Par exemple, il manque un alt sur une image, ou alors vous chargez trop de ressources CSS. Ça paraît être des questions, enfin on va en parler tout à l'heure, mais ça paraît être des questions de développeurs, et donc complètement détaché de cette question du X, mais pas du tout, parce qu'un site qui va répondre bien, qui est sûr, qui propose un code de qualité et accessible, c'est un bon premier pas vers une bonne UX. Ou un bon dernier pas, parce que là, du coup, ça serait la dernière chose à faire.
Moi, vraiment, sur quasiment tous les projets que je sors, je le teste. Et tous les trucs que je peux faire, je le fais. Généralement, ça prend pas trop longtemps et ça permet d'avoir quelque chose vraiment avec une qualité qui est vraiment accrue. Bon, en dernier, le validateur du W3C, un code valide, bah, c'est déjà pour du web, c'est déjà un produit de qualité. Et donc, voilà, ça fait le lien avec ce que je disais avant. L'ergo et l'UX, on dit, enfin, et ça je l'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, par le gérant d'une boîte à Poitiers, je dirais pas de nom. Mais c'est pas l'UX, non, ça n'a rien à voir. Moi, ce dont je lui parlais, c'était de la performance et tout, et ça, c'est des trucs de dev. Bah non. Un site qui répond bien, qui répond rapidement, ben, c'est une information qu'on va trouver plus rapidement. Et c'est un site aussi enfin, pas forcément qu'on va prendre plus de plaisir à utiliser, mais quand même. Mais c'est super important pour la définition de l'UX de connaître, d'avoir un retour technique, un retour de dev. Il y a un exemple, moi, que j'aime bien toujours prendre, cet exemple, c'est quand vous faites une app mobile. Le choix de la technologie derrière, ça va influencer énormément l'expérience utilisateur. Si vous faites une app native ou ionique, hybride, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec... mais bon, du vrai natif ou de l'hybride, c'est-à-dire du HTML, CSS embarqué dans un faux navigateur et il y a juste une icône. Ça n'a rien à voir en termes d'utilisation. L'app native est beaucoup plus réactive, elle est beaucoup plus fluide, tout ça, donc forcément c'est une importance sur l'UX au final. Et produire des interfaces performantes, ça c'est ce que je dis tout à l'heure, dans le sens proposant le moins de latence en front. Quand vous cliquez, que la page s'affiche tout de suite, sans même parler de techno comme, enfin, en tout cas de concepts comme Ajax ou des choses comme ça, juste le fait de cliquer, ça s'affiche directement, c'est quand même vachement mieux qu'un site qui met le temps à charger. C'est bête à dire, mais ça c'est l'UX aussi. Donc pas mal de choses qui sont prises en compte derrière, enfin en tout cas qu'il faut prendre en compte derrière. Un code chargé par l'utilisateur, à la limite, ce que vous faites en back, si c'est dégueulasse, on s'en fout. Par contre, ce que vous faites charger l'utilisateur en front, il faut que ce soit quand même de qualité. Et une gestion du CSS, du JS, des images, essayer d'avoir le moins de requêtes possible. Et après, des techniques de minification, de cache, etc., tout ce que vous voulez pour avoir le moins de latence possible entre le moment où il clique et le moment où ça s'affiche. Copier, c'est tricher. En termes d'ergo, non. Enfin, pas tout à fait. C'est toujours un peu triché. Mais quand même, comme je vous l'ai dit, l'ergonomie, un truc intéressant avec, c'est qu'elle est réplicable. Si vous êtes dans la même problématique, vous pouvez totalement repomper une solution. Mais bon, il faut que ce soit vraiment la même problématique. Et en termes d'ergonomie aussi, les habitudes d'utilisation sont très importantes. Plus quelque chose est utilisé, plus on a l'habitude de l'utiliser, et de fait, il devient plus ergonomique. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer. Facebook, par exemple, le fait de taguer quelqu'un dans une publication, il n'y a rien d'ergonomique là-dedans. Pourtant, on a tous maintenant on arrive tous à le faire. Et c'est des solutions qui ont été repompées par beaucoup de sites des concurrents. Donc tout ça, ça peut être mis en place assez facilement, à part peut-être la solution de proto avec test, mais bon. Moyennant un peu de temps, mais il faut bien être d'accord là-dessus, ça ne remplacera pas un vrai travail en amont avec un vrai UX designer ou un vrai ergonome pour définir tous ces points-là. Donc, jusque-là, on était vraiment quasiment à 100 000 lieues de l'interface, vraiment de l'aspect graphique, mais est-ce que ça a un rapport avec tout le reste? Oui, quand même. On l'a vu quand même, il y a assez peu de choses qui dépendent directement de la personne qui fait la maquette, graphique. Par contre, il y a des choses quand même qu'on peut garder en tête quand on fait une maquette. Là, je ne suis pas du tout exhaustif parce qu'il n'y aurait pas le temps, et même sur les choses que je vais citer, je vais y aller très brièvement. Par contre, c'est des choses, quand j'interviens en master, c'est des choses, il y en a pour les étudiants, vous allez reconnaître, parce que j'en parle pendant 3 heures à peu près. Bon, par exemple, ça c'est une question qui revient souvent et qui est souvent discutée, mais la lisibilité textuelle,
La lisibilité du texte sur une interface, c'est une question d'ergonomie. Ça se mesure d'ailleurs la capacité la capacité d'un texte à être lu et la rapidité à laquelle on le lit. Première chose, en web, on évite le justifier, toujours. Si vous voulez rendre un texte illisible ou très difficilement lisible, notamment si vous pensez à des dyslexiques et d'autres troubles de la lecture, mais même sans ça, si vous êtes parfaitement valide et qu'on met un texte enfin, justifier un texte, vous arriverez beaucoup moins à le lire facilement. Évitez, au niveau du corps de texte, évitez les typos trop petites, en dessous de 14 points. 14 points sur le logiciel, dans l'interface, ça serait plus 14 pixels, et en EM, ça ferait 0,875 EM, ou REM plutôt. C'est un côté un peu old school, ça on en parlait hier dans le master, mais c'est vrai qu'un corps de texte qui est petit, genre on voit beaucoup de 12 pixels et des choses comme ça, c'est un côté vraiment vieillot au niveau graphique. Et en plus, c'est beaucoup moins lisible. Moi perso, et c'est des recommandations que je vois souvent, je ne vais pas au-dessous de 14 points. Sauf pour genre les mentions égales, parce que bon, à la limite tout le monde s'en fout. La longueur de ligne, ça c'est très important aussi de l'avoir en tête, surtout dans les histoires de responsive web design. Quand vous rendez une interface fluide et des blocs de texte fluides, il faut quand même toujours veiller à ce que les lignes soient ni trop longues ni trop courtes. Trop longue, c'est beaucoup moins lisible, et trop courte, c'est pareil, on passe souvent à la ligne, ça fait mal à la tête. Surtout ça, et même celui qui vient après, tout ça, vous pouvez trouver des données dans ce sens-là et des vrais articles scientifiques qui ont été faits. D'ailleurs, à peu près toutes les références, enfin tous les bouquins d'Amélie Boucher, de Nogier, etc., font un petit topo sur chacun de ces trucs-là, avec des vraies infos, parce que moi je les ai. Au niveau du contraste aussi, ça c'est aussi une idée reçue, généralement on dit qu'il faut que le contraste il soit le plus fort possible pour qu'il soit lisible. Ben non, il faut qu'il soit ni trop fort ni trop faible. Un confort de lecture, c'est pas en ayant un texte, si on veut un super contraste, ça serait pas du vert fluo sur du rouge. Un super contraste, mais c'est lisible. Mais même du blanc sur du noir, ou du noir sur du blanc, c'est pas le plus lisible. Il faut toujours quand même avoir un contraste modéré. Enfin, modéré, pas trop fort. Tous ces points-là, c'est pas grand-chose, mais quand on les a en tête pour faire une interface, ben, ça permet d'aller améliorer la lisibilité d'informations. C'est déjà un premier point en Airbook, c'est déjà un premier point pour le UX. Là, c'est le point où je vais passer très vite, mais sur lequel je passe énormément de temps en master. C'est la théorie de la Gestalt, la théorie de la perception. Est-ce que je le mets ? Ouais. C'est un ensemble de règles, de principes qui ont été mis en place je ne sais plus quand. Mais bon, le principe de la théorie de la perception, c'est de se dire que au niveau physiologique, on va avoir des mécanismes communs pour interpréter les images. Et par exemple, et de ça, à partir de là, découlent plusieurs principes. Le premier, c'est le principe de la bonne forme, et c'est le principe global d'où découle le reste. Le principe de la bonne forme, c'est que quand on voit quelque chose, on voit d'abord un tout et pas un ensemble. Enfin, on privilégie le tout par rapport à ses parties. Par exemple, même là-dessus, vous voyez surtout un espèce de gros rectangle qui est tout autour de mon texte, mais vous ne voyez pas, dans un premier temps, un texte là et des textes là. Bon, voilà, c'est vraiment un exemple un peu bête. J'aurais peut-être quelque chose de plus concret à vous montrer. Là, en master, c'est plus simple parce que j'ai un feutre et du coup, je peux faire des dessins. Mais je vais aller plus vite. Le principe de proximité, celui-là, c'est par contre, pour moi, le plus important dans une interface web, quand on fait de l'architecture de l'information. Le principe de proximité, il est là, en tout cas dans une interface web, pour rappeler que les éléments les plus proches entre eux, enfin en tout cas que les espaces entre les éléments ont une signification, et qu'on va regrouper d'abord les éléments les plus proches entre eux. Par exemple, si vous imaginez un paragraphe, les interlignes ont une certaine taille, donc on va regrouper ces lignes ensemble, ça fait un paragraphe.
Ensuite, il y a un sous-titre au-dessus qui est plus proche de mon paragraphe que le titre qui est encore au-dessus, donc je vais le mettre avec, etc., etc. On peut décomposer toute une interface comme ça. Je vais très très vite. Le principe de clôture, il est beaucoup plus simple, c'est qu'on identifiera toujours mieux une zone, une unité d'information, si on la cerne, si on met un cerne autour. Principe de similitude, enfin, il y en a encore d'autres. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a doit y avoir 8 au total, donc c'est pas compliqué à comprendre. Par contre, c'est plus compliqué à mettre en pratique derrière quand on fait une interface. C'est une petite gymnastique à prendre, et puis au bout d'un moment, on commence à l'avoir. Et tout ça, en fait, ça se base sur le fait qu'on perçoit les images de la même façon dans un premier temps. Au niveau physiologique, on les perçoit de la même façon. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ces mécanismes pour savoir comment les gens vont voir notre interface aussi. Et ça serait bête de se priver de ça. Encore un autre truc, les zones de confort, elles sont souvent mises de côté. C'est dommage, mais par exemple, quand on parle d'interface mobile, il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là. Et là, ça montre la difficulté d'accès aux différentes zones de l'écran, selon si on est droitier ou gaucher d'ailleurs. Quand vous créez une navigation ou des points d'intérêt sur votre interface, si vous attendez que l'utilisateur clique dessus et régulièrement, ce serait bête de le mettre dans une de ces zones-là. C'est des petits trucs comme ça, mais vous combinez tout ça et vous pouvez quand même, quand vous les avez en tête, faire une interface quand même qui limite la casse. C'est pas Byzance, mais ça limite la casse. Voilà, dernier truc quand même, c'est que pour chaque appareil, il y a des guidelines d'interface qui ont été créées pour iOS, pour Android par exemple, qui ont été créées, la taille que doit avoir un bouton, etc. Donc essayez de jeter un œil et de garder un œil dessus quand même. Voilà. Ah oui, quand même. Alors, petit récap, et après on va passer aux questions si vous en avez. Donc le premier truc, c'est que l'UX est différent de l'ergonomie, qui est différent de l'UI, et l'UI c'est différent de l'UX aussi. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes métiers, même s'ils partagent des valeurs et des connexions qui sont très étroites par moment. Il y a encore beaucoup d'idées reçues, c'est d'ailleurs assez impressionnant de voir qu'encore en 2017, elles existent et elles sont toujours utilisées par certains professionnels. En mode agence ou en tant que prestataire externe, vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez. Ça, c'est une réalité. Par contre, vous pouvez faire des choses à moindre coût. D'ailleurs, même si vous bossez pour quelqu'un d'autre, quand on parlait de qualité et de vérifier son boulot avec des outils comme Airbus, etc., de toute façon, en plus de la qualité du produit au final, c'est la qualité de votre travail aussi, c'est la qualité de votre savoir-faire qui se reflète. Donc c'est gagnant-gagnant. Autant essayer d'utiliser ces outils. Et en tant que créa sur un projet, on n'est pas du tout maître de l'ergo et de l'UX, mais on peut quand même faire des petites choses à notre niveau. Normalement, c'est fait bien en amont, mais s'il n'y a plus que vous derrière votre interface, ou même, je pourrais dire aussi pour un intégrateur, s'il n'y a plus que vous comme dernier rempart pour faire un truc qui ne va pas se casser la gueule, vous pouvez quand même faire des petites choses à mettre en place quand même. Voilà. J'ai fini.